Bonjour à tous, c'est Geoffrey de Vinstache et bienvenue à vous pour ce tout nouveau format au doux nom de buveur d'étiquette. Mais dis-moi, LGDVS, un buveur d'étiquette, c'est quoi? Donc, un buveur d'étiquette est un terme péjoratif de notre industrie visant à désigner le soi-disant grand amateur de vin qui ne jure que par la renommée d'un domaine et par la valeur pécuniaire de ses cuvées. Son immense savoir, il l'a forgé en copiant-collant le discours des Robert Parker, Jamie Suckling. I try not to be pretentious about wine, but if you want to be, I can help you do that also. Il y a un traitement pour ça, docteur? Le feu, un grand feu. Béthane Plus de Sauve et autres guides de la revue du vin de France. Incapable d'envisager la dégustation autrement que par la lorgnette du prix et de la réputation, le buveur d'étiquette vous remâchera les sempiternels poncifs du grand monsieur du vin. La finesse du clos rougeard, l'infusion magique des cuvées d'Emmanuel Reynaud, la Romanée Conti qui suspend l'envol du temps, la chapelle de Jaboulet qui représente la plus pure expression de l'Ermitage, ou même encore le velours et le satin intouchable de Château Margaux. Alors oui, j'aurais beau lui expliquer que j'ai déjà vu dans une ancienne vie professionnelle Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde 2000, s'enthousiasmer comme un gosse alcoolisé au pied du sapin de Noël devant un Beaujolais village à 16 balles du domaine de la Madone ou devant la cuvée Pompois, un simple Anjou rouge de chez Nicolas Réau, proposé sensiblement au même tarif, le buveur d'étiquette ne se laissera point compter la chanson et vous répétera tel un vieux disque rayé que Montcalmès, Rayas, Pétrus, Grange des Pères, Coulet de Serran, Egon Müller, Cheval Blanc, Henri Jaillet, blablabla. Bref, le buveur d'étiquette, c'est ton bon gros trou du cul de beauf qui bosse dans la finance, qui émarge à 40K par mois et qui a décidé de t'expliquer la vie et le vin parce qu'il peut se permettre de taper et de déguster des quis que tu n'auras jamais l'occasion de déguster. Et, vous l'aurez compris, c'est à peu près tout ce que je déteste dans le vin. Nonobstant, je ne suis pas naïf, je suis sur YouTube et je sais que les gros noms, ça fait de la vue, ça fait du clic. Ça me fait bander. Et je me suis dit que, quitte à vendre mon âme au diable, autant le faire en se marrant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer un nouveau format au concept, ma foi, fort simple, ouvrir des quis d'enculés et vous donner notre avis le plus franc et sincère. Parce qu'à la Vinstache Compagnie, il nous arrive peut-être de temps en temps de pratiquer la gueule de bois, mais jamais la langue de bois. Rêve riche! Et si j'ai dit notre avis, c'est parce que tout aussi irréfragable que soit mon point de vue, je me suis dit que ça serait quand même un peu plus sympathique de me confronter à un point de vue extérieur. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que je suis heureux de vous présenter l'homme avec lequel j'aurais rêvé de lancer Vinstache en duo, Monsieur Maxime Agostini. Ça, c'est ma fusée enculée de ta mère. Bonjour à tous, merci pour l'invitation Loïc. Je t'en prie. Bienvenue à Marseille, chez moi, à la cave Agostini. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta cave, Maxime? Écoute, ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert, en 2022, décembre 2022. Donc la cave est toute récente, toute jeune. Je suis ravi en tout cas de vous accueillir ici. Du vin, des spiritueux, il y a plein de choses ici. Tu le sais, t'es au courant, tu sais ce qu'on va ouvrir aujourd'hui? Oui, je sais. Quand même des quis relativement sympathiques. Ouais. Enfin, sur le papier. Sur le papier. précise. On sait pas, peut-être qu'elles sont flinguées les bouteilles, on sait pas, mais on verra. Putain, il y en a, il serait content niveau finance. Quel est ton rapport, toi, avec Bordeaux? Alors, mon rapport avec Bordeaux, un peu particulier. Pourquoi? Parce que, on va pas le cacher, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés quand on faisait nos études, donc oui. Et d'autant plus, particulièrement la région de Pomerol, pour moi, enfin en tout cas Saint-Émilion, je bossais dans un domaine juste à côté. Est-ce que c'est indiscret de te demander où est-ce que tu as travaillé quand tu étais à Bordeaux? C'est totalement indiscret, oui. Okay. Non, bien sûr que non, j'étais au Château La Dominique, okay. Donc à Saint-Émilion, mais vraiment limitrophe avec l'appellation Pomerol. C'était vraiment une toute petite route qui séparait les deux appellations. Je passais devant certains domaines que l'on va goûter, notamment l'Évangile, vraiment tous les matins. Bordeaux, j'ai cette relation de j'y ai fait mes armes, mais après, honnêtement, à l'heure actuelle, c'est pas le genre de vin vers lequel je vais, naturellement. C'est un peu des vins que je trouve un peu difficile d'accès, particulièrement sur la jeunesse. Ah oui, là tu prêches un converti. Pendant très longtemps, ça a été comme ça. Alors peut-être que ça est en train de changer. Et j'en ai marre un peu de ce Bordeaux bashing, soyons honnêtes. Ouais. Je me dis que c'est pas nécessairement justifié tout le temps. Ça l'a été. Faut dire ce qui est. Oui, quand on était nous on était à la grande époque, en plus, l'ère Parker. L'ère Parker, on a vu. 2010, là c'était... On a vu ce que ça donnait, donc, et effectivement, pour moi, Bordeaux, ça a toujours été l'image de ces vins, peut-être des grands vins, mais certainement pas accessibles dans leur jeunesse. Et donc, bon, aujourd'hui, c'est un peu particulier, on va goûter
pas des millésimes jeunes, si j'ai bien compris. Oui, qui ont un Ouais, peu... voilà. Je suis très curieux quand même de voir ce que ça va donner. Et puis surtout, bon, buveur d'étiquette, hein, donc quand même un peu curieux, hein, soyons honnêtes. Parce que c'est facile de critiquer les autres, Oui, de faire une oui, intro oui. en mode ouais, les buveurs d'étiquette, mais on l'est tous un peu. On l'est tous On un est peu. tous le buveur d'étiquette de quelqu'un, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. Très belle formule, garde-la. Bah, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, moi je suis absolument d'accord, j'ai toujours dit, je suis un peu comme toi. Donc on s'était rencontrés pour la petite anecdote sur les bancs de l'école de commerce. Je dis ça parce que les gens sur internet adorent les étudiants d'école de commerce en général. J'ai bu beaucoup de Bordeaux quand j'étais là-bas, parce qu'à Bordeaux on boit du Bordeaux, et que pareil, beaucoup de vins qui étaient jeunes, et souvent dans leur jeunesse ça peut être rustique, ça peut être dur. Et j'ai découvert avec le temps que en fait pour moi Bordeaux, c'était l'éloge de la patience. Et c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour moi aujourd'hui ça me semble presque un sacrilège que d'ouvrir des Bordeaux qui sont destinés à de la garde avec, pour moi, il faut que c'est minimum 8 ans d'âge. Et c'est vrai que je me suis beaucoup pris la tête, pour rien vous cacher, pour faire ce format, parce que je me suis dit, on va faire une verticale de Pétrus. Comme une bouteille de Pétrus, c'est mieux de l'acheter sur un gros millésime et qu'une bouteille à l'achat, c'est entre 4 500 et 5 500 euros. Si on faisait une verticale de 3 millésimes, à la base, je voulais faire 2005, 98 et 89, c'était à peu près 16 000 balles de vin. Oui. Du coup, après, je me suis dit, bon, ok, la verticale de Pétrus, c'est mort, et on va faire une comparaison, je me suis dit, entre Pétrus et l'autre domaine absolument iconique de Pomerol, qui est le pain. Est-ce que tu as déjà regardé un peu les tarifs de le pain? Ah, le pain, je sais dans mes expériences professionnelles passées que le pain, c'est tout aussi inabordable que Pétrus, voire pire. Faire un comparatif entre un Pétrus 98 et un Le Pin 98, c'était pareil, 11 000 balles. Ce qui faisait là encore un peu salé, et du coup j'ai décidé de trouver une solution intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte d'horizontale, même appellation Pomerol, même millésime 98, par contre on va partir sur 3 châteaux différents. J'ai donc décidé de partir sur l'Évangile, Château Lafleur et Pétrus. Est-ce que tu as déjà goûté l'un de ces 3 vins, Maxime? Pas du tout. J'avais beau passer juste à côté de ces domaines, mais étant étudiant, bien évidemment, Tu n'avais pas les moyens de te n'avais payer pas les les gens moyens, non, ça me donnait très envie, mais malheureusement, je n'ai jamais pu goûter. Donc, je suis ravi de tester ça. Petite question, si je te dis 98, quelle est la première chose à laquelle tu penses? Zinedine Zidane, je te le dis de suite, Ouais, je pense à Zizou, évidemment. hein, désolé. Hein. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Je peux faire mon boomer? Tu peux le dire. Franchement, 2018, c'était bien, mais c'était même pas 1/10 de ce que c'était 98. Ah, c'est pas pareil. Mais en termes de vin, si je te dis millésime 98, à quoi tu penses? Alors, si je ne dis pas de bêtises, 98, ça se passe plutôt bien au début, on va dire au début, au printemps notamment. Je sais que c'est pas un très grand millésime. Tu plaisantes, c'est quand même Très réputé. bon. C'est réputé pour être un millésime. Tout Ça- ce que j'ai vu moi sur les fiches Ah, techniques, ah ouais ils disaient Ah, tout moi le temps j'ai vu que millésime. c'était, ouais, c'est bon millésime, mais pas plus. Hein. Tu veux dire que je me Enfin, suis fait eu là? On verra. Écoute, on verra. Moi, tu vois, 98, en fait, c'est un millésime ça a été un peu un millésime qui a marqué l'histoire du vin. Je trouve qu'il y a un avant et un après 98, dans le sens où je trouve que ça a un peu été le millésime de la bascule entre les millésimes plus classiques où tu avais souvent de la pluie et du froid, et malheureusement, du fait du réchauffement climatique, je trouve que 98, c'est un peu Le changement l'année. climatique. Ouais, tu vas c'est un dire. peu l'année qui a fait basculer après sur les millésimes chauds. Parce que tu regardes 2000, ça a été Oui. super solaire, 2005, ça a été solaire, 2009, 2010, 2015, 2016, et puis après, voilà, il n'y a pas de mystère. Et je trouve que le millésime qui exacerbe un peu tout ça, et qui a vraiment été la bascule au niveau de, justement, un peu le style de vin global dans le vin français, ça a été 98. On va bientôt s'y jeter, nonobstant... Avant, je suis obligé malheureusement de faire un petit disclaimer, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais comme nous sommes dans le pays du vin, Oui, on a un truc qui s'appelle la loi E20, tout à fait. voilà, qui permet Tout de à faire fait. une promotion assez large des vins de Et France. libre. Voilà, Et libre, exactement. bien sûr. C'est français, c'est la police française. Et il y a certaines images que vous ne verrez pas. Par exemple, vous ne nous verrez pas trinquer. Le fait de trinquer devant une caméra et de faire ce geste, ça peut être considéré comme de l'incitation à la consommation. De même, vous ne nous verrez pas boire du vin. C'est-à-dire qu'on aura très certainement un plan de coupe où on sera en train de recracher, parce que je ne vais pas vous mentir, à 60 € le centilitre de Pétrus, combien? Il se peut que potentiellement je ne le recrache pas. Vous ne nous verrez pas porter le vin aux lèvres et le boire, c'est pour se conformer à la loi. Et même théoriquement, on n'a pas le droit d'avoir une émotion liée à un vin sur une vidéo. Kaboul. Théoriquement, on doit en rester aux caractéristiques purement techniques du vin et le décrire de la manière la plus neutre possible. Mais j'ai bon espoir que si je dois passer devant un tribunal, il y aura quand même un juge ou une juge qui sera capable de faire la différence entre avoir dédié sa vie au vin et déguster des vins qui sont considérés comme parmi les top 10 peut-être dans le monde,
et à faire de la promotion pour Roche-Mazet ou des horreurs de ce genre. De même, je dois bien évidemment de vous rappeler que l'alcool est dangereux pour la santé et que de ce fait, il doit être consommé avec la plus grande démodération. N'allez pas vous flinguer la vie pour des questions d'alcool. J'ai beau aimer le vin, jamais ça ne vaudra le coup. Enfin, l'alcool étant responsable d'un accident mortel sur 3, rappelez-vous que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Bref, si vous prenez le volant, pas d'alcool. Hashtag, faites pas les bolosses. Et si on commençait par un petit château de l'Évangile? Bah allez, c'est parti. Alors Maxime, est-ce que tu sais pourquoi j'ai voulu sélectionner le château l'Évangile? Est-ce que tu connais un peu? Ah bah, comme je l'ai dit précédemment, je connais un peu parce que je passais devant tous les matins, mais peut-être que tu as choisi ça pour me faire plaisir, bien sûr, j'imagine. Comme tu sais, je vais faire un épisode sur Pétrus, et sur la partie sud de Pétrus, il a deux voisins, il y a Vieux-Certan, et il y a Château-l'Évangile, et il se trouve que Château-l'Évangile, c'est quand même une propriété qui est assez importante, puisqu'on a 22 hectares, ce qui, pour Pomerol, est quand même absolument démentiel. Tu vois, Pétrus, c'est 11 hectares, la fleur qu'on va faire ensuite, c'est 4 hectares, et l'Évangile, c'est 22 hectares, donc c'est quand même loin d'être anodin. Et il se trouve que l'Évangile est juste niché entre Pétrus au nord et Château-Cheval-Blanc au sud. Le prix de l'immobilier doit être assez élevé. Et il se trouve en fait que la propriété donc a une partie qui est proche de Pétrus, plutôt avec des argiles, donc c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de merlot, mais tu as aussi une fine bande de graves qui fait qu'on va se retrouver aussi avec le Cabernet Franc, qui est un cépage purement bordelais. L'encépagement de la propriété, c'est 80% merlot, 20% Cabernet Franc, mais pour ce millésime 98, on est sur 72% de merlot et 28% de Cabernet Franc, et donc la raison pour laquelle j'ai voulu le sélectionner, c'est parce que c'était enclavé entre Pétrus et Cheval Blanc. Ça, c'est la raison officielle. Et la raison officieuse? La raison officieuse, c'est que en fait, je trouve que les noms bibliques, ça claque toujours, l'Évangile. Tout à fait. Et que l'Évangile, ça ressemble à Evangelion, qui est la plus grande série animée de toute l'histoire. Et enfin, pour terminer, il faut aussi savoir que le château appartient depuis la fin des années 90 à la famille Rothschild. La famille Rothschild, évidemment, il y a plusieurs branches. Et c'est la partie Rothschild qui possède Laffitte Rothschild, qui a acheté aussi ce château pour avoir, tu sais, son portefeuille de marque. Un portefeuille de marque, bien évidemment, un peu plus large et vaste, et bien sûr... Niveau dégustation, pour vous en dire un peu plus, vous verrez peut-être au niveau de la partie basse de la bouteille un espèce de petit truc blanc. En gros, c'est un petit thermomètre qui nous permet de savoir à peu près à quelle température on le sert. Tu le servirais comment? Quelle approche tu aurais un peu en tant que caviste, sommelier? Quelle approche j'aurais? Alors, certainement pas chaud, bien sûr. Pas froid non plus, non. Là, 17-18 degrés, effectivement, c'est ce que j'aurais préconisé, pardon. Je l'aurais pas carafé, pas nécessairement, honnêtement. Je pense pas que sur des vins aussi vieux, ça apporte grand-chose. C'est ça, autant sur des vins jeunes, ça a besoin de s'aérer, autant sur des vins anciens comme ça, c'est pas forcément donc voilà, effectivement, là, je trouve que ce sont les bonnes conditions. Bravo, monsieur le sommelier, Loïc Geoffrey de Vinstache. Par contre, il faut quand même bien dire, c'est plutôt des vins en général qu'on prend... Là, on n'a rien là, pour accompagner. Exactement, on n'a rien. J'aurais bien vu, pourquoi pas, une épaule d'agneau, bien qui a du caractère, ça aurait été très bien. Bon, là, on va le faire comme ça. En apéritif. En apéritif, exactement, avec quelques crackers, et puis... et voilà. Avec des Cheetos. Et des Cheetos, bien sûr, goût fromage barbecue. Enfin, pour terminer, on est un peu sur la Rolls-Royce niveau verre. On a vraiment pris des buvants les plus fins possibles qui permettent d'avoir un toucher. Ils sont très jolis, très jolis et très... Très léger en fait. Très léger, exactement. Ouais. L'idée, c'était vraiment de se mettre dans les meilleures conditions possibles. En termes de dégustation, là, je sais que c'est pas très bon pour l'environnement, mais comme on est en plein mois d'août à Marseille, on a dû mettre la clim. Parce que la perception que vous allez avoir d'un vin, si vous êtes sous 28 degrés ou si vous êtes sous 20 degrés, évidemment, c'est pas la même. Si vous êtes en train de transpirer comme pas possible, c'est pas la même. Là, on va attaquer la dégustation, il est à peu près 10 heures. On est à 1 heure près du moment où on a les papilles les plus en éveil pour la dégustation. On peut y aller. Le reste appartient à l'histoire. Oui. Ah ouais, c'est Bordeaux. On est à Bordeaux. Hein. Ouais, quand ça vieillit, Bordeaux. C'est quand même joli. Hein. Franchement, première impression, Bordeaux, quand ça vieillit, c'est quand même quelque chose. C'est beau, c'est très beau. C'est très beau, effectivement. Je regrette encore plus de ne pas avoir un beau repas avec. La feuille d'automne. La première chose que j'ai vraiment, tu vois, c'est ce côté un peu... Tu vas te balader en forêt à l'automne. Exactement, cette senteur de nature qui commence à être un peu en putréfaction. Alors je dis ça, c'est pas péjoratif, attention. Évidemment. Mais vraiment, cette sensation automnale. Moi, j'ai un côté un peu fumé. Fumé. Tu vois, moi, instinctivement, après, j'avais beaucoup la fraise des bois. Tu sais, vraiment une fraise des bois mûre. Et je suis même assez étonné pour un vin qui a 26 ans d'âge d'avoir une expression fruitée. Moi, honnêtement, c'est surtout ça qui me choque. Enfin, qui me choque, c'est que
Je trouve pas ça. Je pensais que ça allait être encore plus évolué. Ouais, Vraiment, autant beaucoup plus marqué. Bien sûr qu'on a les arômes tertiaires, mais je m'attendais à quelque chose de vraiment très truffé, tu vois. Ouais, et finalement, la truffe. Je l'ai pas, moi, la truffe. Et oui, il y a ce côté automnal, comme on dit, mais vraiment, c'est pas la truffe, c'est pas le marqueur qui pourtant aurait été évident. Alors qu'on entend tout le temps Oui, parler qu'on en entend termes de sommellerie, mais là, je suis Exactement. désolé, je n'ai pas la truffe là-dedans. J'ai vraiment plus une fraise des bois concentrée, Ouais. un côté automnal, mais vraiment, ça sent le vieux Bordeaux, quoi. Ça sent le vieux Bordeaux. Après, il y a même une note. Alors, peut-être c'est moi, peut-être c'est mon nez, mais limite. Alors, je vais dire peut-être une bêtise, mais enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Mais une note un peu acidulée, limite balsamique, un peu comme Ah sur. ouais Ouais, j'ai un truc comme ça me fait. Le côté un peu fraîcheur sauge laurier, un truc Ouais. comme ça, je sais pas trop comment Ben l'expliquer. voilà, ouais, ce côté. Ouais, un côté végétal noble. Et c'est vrai que moi, là, si vraiment j'aurais dû te décrire ce que je pensais avoir, je t'aurais dit de la truffe, Ouais. un peu de fraîcheur, un côté Le ample. pruneau bien cuit, bien. Tu vois, mais là, finalement, pas tant que ça. Hein. Assez impressionnant quand même. Bah, comme quoi, on a des a priori et. Il Ah faut, mais toujours. Le monde du vin est un peu un monde Non, a priori. pas du tout, pas du tout. Et puis il y a tellement ce côté, on recrache ce qu'on a appris, tu vois, là on s'attend qu'une une chose, c'est avoir la truffe, parce qu'on nous a toujours dit que les vieux pommerolles, c'était la truffe. Et En fait, pas en du tout cas tout. sur l'évangile 98, c'est pas le cas. Après, il faut voir en bouche ce que ça donne, hein, on sait pas. Hein. Peut-être que c'est bien, peut-être c'est pas bien. Hein. Enfin, je t'en prie, il y a un crachoir. Première impression, alors, un peu frais, on va pas se mentir. Ouais. Le côté fruité, je le retrouve pas du tout en bouche. Là, je suis tout sur la structure personnellement. Ouais. Je trouve que ça manque d'une pointe de longueur, tu vois. Je suis un peu déçu Ah, sur... ça, je suis pas d'accord. Hein. Je trouve que Ah la ouais longueur, il y en a. Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. On va voir. Honnêtement, là, pour l'instant, Il est trop c'est frais. pas, c'est trop frais. Ça, Ouais. je suis d'accord. Je trouve pas qu'il y a un problème de longueur. Non, je trouve que au contraire, moi, je l'ai encore là en bouche. Ouais, Le côté, cette fraîcheur, certes, non, du fait que ce soit à 15 degrés, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a Ouais, non, une acidité, une fraîcheur qui justement est pas. On n'est pas encore au vinaigre, à l'étape du vinaigre. Donc non, Dieu merci. Dieu merci, voilà, on n'y est pas encore et c'est très bon. Par contre, les notes balsamiques que tu Ouais. disais juste après, eh ben, je les retrouve Là, en moi, bouche. vraiment, je l'avais au nez, je le confirme de les avoir aussi en bouche. La structure, les tanins, me gênent pas trop, honnêtement. C'est assez fin, malgré tout. Il y a quand même un toucher, une texture assez fine. Alors, limite, ça, je trouve que je m'attendais peut-être à quelque chose avec un peu plus de matière, un peu plus de corps. Ouais, Là, ça a 25 ans, même 26 ans. Je pense que c'est le moment de les boire. ouais. À mon avis, il fallait pas attendre beaucoup plus sur le millésime 98. J'ai pas l'impression que c'est un vin, malgré sa fraîcheur, malgré sa jeunesse, dans ce qu'on a pu ressentir au nez et ce qu'on ressent en premier lieu en bouche. Je suis pas certain que dans 5 ans, ça soit encore aussi digeste en Je fait. suis assez d'accord avec toi. Je me dis que niveau fenêtre d'ouverture, Ouais. on doit plus être sur la fin. Ouais, c'est bon, attention. Hein, je tiens à dire, c'est bon. On va lui laisser le temps de s'ouvrir en Oui. bouteille. On va y revenir un peu Dans le après. verre aussi, évidemment. peut-être, Là, tu vois, on ça a va, encore, Ça peut changer encore. ouais, hein. c'est ça. Quelques minutes plus tard. Qu'est-ce que tu en penses, l'évangile, maintenant qu'il a eu une petite heure d'ouverture, comparé à la première dégustation? Qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Clairement, ça a évolué, bien évidemment. L'acidité que j'ai mis en avant au tout début, clairement, elle n'y est plus. On est sur quelque chose de très différent. Le vin a pris 2 à 3 degrés aussi, Ah en ouais, plus. On doit plus aussi. être autour des 19 degrés. Théoriquement, au-dessus de 20 degrés, on sent trop l'alcool dans le vin. Et voilà, il faut toujours... c'est toujours un peu un jeu d'équilibriste sur les températures de service, sur les grands Bordeaux, parce que voilà, autant on sait que des Bourgognes, on peut les envoyer à 15, 16, autant sur des Pomerol, on est toujours entre les 17, 18, voire 19, et c'est pas toujours facile. Donc tu trouves que ça a gagné clairement, toi, perdu un peu en acidité Ouais. et plus pris en densité, si je comprends? Exactement. Là, sur le premier nez, avant de tourner le verre, je trouvais que c'était un peu austère et c'était un peu refermé. Je retire mon commentaire une fois un peu aéré comme ça. Là, je trouve que clairement on a un côté fruit, le fruit rouge qui est justement assez concentré, un peu compoté clairement. Ouais, tu vois, au tout début, je te disais la fraise Ouais. des bois Ouais, bien là, je bien trouve noire, qu'elle- tu vois. là, elle ressort tellement. Elle y est, mais par contre, je trouve pas tant que c'est bougé que, en termes de données par rapport à, tu vois, ça doit faire 1h30 qu'on l'a Ouais. ouvert à peu près, quelque chose comme ça. Bon, déjà, on le sait, les vieux vins, en général, les bouquets sont quand même déjà bien en place, donc on n'a pas justement à faire tout ce travail de carafage, d'aération, ça peut même au contraire des fois un peu les tuer. Je suis curieux de voir en bouche si ça commence à évoluer aussi Ouais. en bouche.
C'est un vin qui est, tu sens, a quand même des tanins qui sont quand même assez affirmés. Oui, plus affirmé, une matière un peu plus Costaud quand même. Ouais, tu c'est vois, plus costaud. Clairement, c'est plus costaud. Moi, je trouve vraiment, c'est vrai que le côté fruits rouges, sortis du four, compotés, bien mûrs, est bien présent. Et alors, petite question, est-ce que tu serais prêt à mettre 500 € dedans? 500 €? Ouais. Alors, 500 €, non. C'est pas nécessairement ce que je mettrais dans cette bouteille. En toute franchise, sachant que c'est un millésime quand même ancien, un millésime quand même sympa, oui, j'aurais mis 100-150 € pour une belle bouteille. C'est quand même déjà une belle bouteille, mais... J'aurais dit 90 balles, tu vois, un truc comme ça. Autour d'une centaine d'euros, je trouve que ça se vaut. C'est ce que ça vaut pour avoir une bouteille voilà, de ce calibre-là et de cette ancienneté, de cet âge-là. Et donc voilà, donc oui, j'aurais mis une centaine d'euros, autour d'une centaine d'euros pour cela. Maxime, à ton avis, aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'avais envie de déguster ce Château Lafleur? Parce que, encore une fois, c'est un gros nom. Deuxièmement, parce que c'est sur un emplacement très particulier et que tu vas nous expliquer. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Château Lafleur est mitoyen de Pétrus sur sa partie nord-ouest, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment une toute petite propriété, puisqu'on est seulement sur 4 hectares. Ça appartient à une même famille, en fait, depuis le tout début, en 1872, à la famille Guinaudot, qui l'a toujours possédé et qui est considéré, selon Béthane Plus de Sauve, comme l'un des ténors de Pomerol, noté 5 étoiles sur 5. Donc autant te dire que j'en attends monts et merveilles. Beau domaine. Et la grande spécificité, comme tu le disais, en fait, c'est son encépagement. C'est-à-dire que sur Pomerol, la plupart du temps, soit on est sur des 100% Merlot, soit on est sur des grosses dominantes de Merlot, tu vois, des 80, 90%, effectivement. Voilà. Et eux, du fait qu'ils ont une partie d'argile, de grave et de sable, c'est l'un des rares domaines qui a 50% de Cabernet Franc et 50% de Merlot. Et je l'ai vraiment pris pour ce côté atypique par rapport à l'appellation qui le positionne un peu à part. Et c'est vrai que je ne vais pas te mentir, je suis très curieux de déguster. Maintenant, mais niveau bouchon, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, effectivement. On va rien vous cacher, effectivement, le bouchon n'est pas venu immédiatement. Flashback. Oh! Aïe, aïe, aïe. Ah merde. Doucement, doucement, jeune homme. Bilam, je te laisse faire. Tu prends une photo, après filme quand même ça, parce que oui, ça fait partie du truc, quoi. Filme, si ça se passe mal, tu l'oublies. Oh, tiens un tigre. Ah là, tiens un tigre, un vrai de vrai, là. Et en le prenant un peu... Ouais, non. Tant qu'on sort de cette embrouille. One eternity later. Là, il est dans un état lent. End of flashback. C'était du beurre. C'était du On l'a à beurre. moitié éclaté et même au niveau de la couleur, quand on va le servir, il y a déjà cette couleur un peu des vins madérisés et j'ai très peur que ça soit totalement oxydé. Voilà, on parlait d'apogée tout à l'heure. Là, je pense que l'apogée a été atteinte et peut-être un peu dépassée. Est-ce que tu veux dire que potentiellement j'aurais acheté un vin quasiment 1000 balles qui serait flingué? Totalement, oui, bravo. Si vous voulez des conseils d'investissement, n'hésitez pas à m'appeler. Mais bon, écoute, comme tu veux. Serre, je serre, bien sûr, je serre. Oui, bon, écoutez, à toi l'honneur. Oui, avec grand plaisir. Ouh là là, quelle belle couleur. Après, tuilé. Très tuilé. Attends, j'ai un petit morceau de bouchon qui reste ici. Un petit morceau de Voilà. bouchon, bravo. C'est tout ce qu'on aime. Oui, bon, alors là, clairement, tout à l'heure, on avait du fruit, on avait ce côté... là, c'est quelque chose d'un peu plus monolithique, hein, je trouve. Mais oui, l'évolution est clairement dans le nez, hein, c'est évident. Un peu l'odeur de bouchon aussi, malheureusement, on va pas se mentir, du fait d'un bouchon. Liégeux, un peu, on va dire. On va goûter. On va goûter, hein. C'est plat. C'est plat, un peu ferreux, et puis c'est tout. Ouais, c'est passé, quoi. Ouais. Le vin est complètement passé. Totalement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Il n'y a plus rien. Si vous en avez en cave, c'est trop tard, hein, désolé. Voilà. Revendez-les. La Vinstache Corporation. Vous les rachètera avec grand plaisir. Tu sais ce qu'il nous a... Tu te souviens quand il nous disait, quand on veut pas vexer les vignerons, il faut dire que c'est un vin inoubliable. Inoubliable. C'est très bon. Mais il disait pas comment c'était connoté, si c'était positif. Ah, c'est inoubliable. Et je me dis, là on va ouvrir Pétrus après. Bon. J'espère qu'ils ont investi dans des meilleurs bouchons. Oui. Requiem Escape in Pace.
Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Solo. Donc, après un nouveau grand 8 d'émotions... Flashback. Oh, le Ok, ah c'est beau. Oh non! Oh non! Oh non, pas ça! On respire un grand coup. Tu bois ton verre d'eau, là, il est là. La tension est à son Et comble. t'as son comble. Ça a l'air de venir. Oh, tiens, un tigre. Oh, tiens, un tigre. Ouais. End of flashback. Ah putain, le bouchon qui a failli se fendre en deux. Non, il a pas failli, il s'est fendu, Il s'est fendu en deux. mais bon, on a réussi à le rattraper, heureusement. Je vais pas refaire tout le laïus sur Pétrus puisque normalement cette vidéo sortira une semaine juste après l'épisode. En fait, ce que je voulais surtout vous expliquer, c'est la manière dont j'ai acquis cette bouteille, puisque je suppose que vous êtes très nombreux à vous dire comment est-ce que ça se passe. J'avais contacté directement la maison Mwex en leur disant, écoutez, voilà, je vais lancer un nouveau format qui s'appelle Buveur d'étiquette. Je leur ai vraiment tout expliqué, vraiment, en leur disant, je vais faire un Villebrequin du vin. Tout à fait. Pas... Alors ouais, c'est peut-être... bon, maintenant, alors on parle, effectivement, c'est compliqué, Villebrequin. Mais voilà, dans l'idée, c'était ça, et je leur avais absolument pas caché, je leur avais clairement dit mes intentions, je leur ai dit, je ne sais pas ce qui va ressortir de cette dégustation, je ne sais pas si ça sera positif, je ne sais pas si ça sera négatif, mais voilà, je préférais les contacter en direct pour être sûr de la provenance. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse de leur part, donc j'ai dû passer par le marché gris. Alors j'ai beaucoup regardé les sites avant d'acheter, tu te doutes, parce que cette bouteille m'a coûté la bagatelle de 4500 €. J'ai dépensé sans compter. J'ai bien vérifié si la maison était enregistrée au niveau du registre du commerce. J'ai posé des questions au sommelier qui m'a expliqué que c'était une bouteille qui provenait directement des caisses de Pétrus. Ils m'ont envoyé la photo. Je leur avais demandé en fait les factures d'achat. Ouais. Et ils m'ont dit non, on veut préserver nos clients, donc ça vous l'aurez pas. Donc voilà, je pars du principe que c'est censé être un vrai Pétrus et non pas une contrefaçon. Malheureusement, dans cet univers de grand vin, on ne sait jamais. Mais voilà, je suppose que c'est un vrai Pétrus. Et On l'espère, bien évidemment qu'on l'espère. Là, déjà à l'ouverture, bon, parce qu'on a quand même un peu mis le nez dessus, ça sent le Pétrus. Enfin, en tout cas, ça sent Pomerol, ça c'est sûr. Ouais, j'allais dire, t'as déjà goûté du Pétrus? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça sent Pomerol, oui, ça pour le coup. Premier oui. nez, ce que j'ai eu, c'est j'étais impressionné par la densité et Oui. là sur des notes beaucoup plus amères, mais c'était vraiment sur le premier nez. Et je te propose de se Allez, Est-ce que ça dirait de déguster un petit verre de Pétrus? Allez, je veux bien. Allez, je veux bien, c'est vraiment sympa de ta part. Amer café. Amer café, cacao. On n'a pas autant d'acidité, de fraîcheur qu'on avait sur l'Évangile. Mais qui était plus frais aussi. Qui était plus frais aussi. Là, on est plus, tu vois, on a autour combien, des là 18, ouais, 18 degrés. On est presque, on est à la limite pour la dégustation. Rien que déjà à la couleur, à la robe, on voit que Ouais, c'est noir. alors, c'est noir, c'est Noir, encre, dense. très dense, ouais. Très Plus- dense. Bien sûr, un peu évolué, on le voit sur, mais Forcément, mais... sur le disque, ça se voit, mais Et la truffe est là. on s'y retrouve. Pas prédominante. Non, pas par prédominant. contre. Moi, je trouve pas que ça soit très marqué. J'ai déjà eu des vins qui étaient beaucoup plus sur des expressions truffées. Elle est là. Elle est là, la truffe. Elle est clairement. là, mais moi, c'est Mais- vrai que le côté amer, un peu fumé, je reste toujours sur ce côté Ouais. un peu fumé. Et malgré tout, quand même, une pointe d'acidité, peut-être, voilà, justement, ce côté fruit des bois, mais qui est vraiment en retrait par rapport au reste. Mais on le sent quand même. C'est quand même là. J'ai, tu vois, presque on parlait d'amertume, une orange amère. Vraiment une peau d'orange amère bien, bien amère. Un peu en sang, papier d'Arménie, Ouais. tu vois. Moi, je suis vraiment sur ces notes d'amère pour l'instant. Et C'est ce qui prédomine, je suis ouais, d'accord. je m'attendais beaucoup plus à être sur la truffe. Après, peut-être qu'avec un peu plus d'ouverture, Oui. peut-être que je ne sais pas, mais et évidemment ce côté vieux Bordeaux, là encore, comme ce qu'on avait un peu sur l'Évangile. C'est le coffre en bois dans la maison du grand-père qu'on ouvre avec cette odeur. Vraiment, tu vois, c'est bête, hein, mais Ouais, non, mais les un peu souvenirs ça, d'enfance. le vieux cuir, là, tu sais, un peu travaillé par le temps. Qui commence? À toi l'honneur, je t'en prie, mais
Pas dans la densité. Non, ouais. R1, soyeux. Des petits tanins qui reviennent en finale comme ça, juste pour se dire qu'ils sont encore là. Ouais, un peu poudré, tu vois, ouais. Vraiment c'est sur le... C'est poudré. C'est poudré, donc c'est très élégant. Je trouve ça très élégant. Oui, c'est très élégant, très en équilibre. Là, autant, tu vois, on disait que sur l'Évangile, on était sur la fenêtre de fin, tu vois, niveau... Là, je pense qu'il y en a encore. Il y en a encore sous le pied. Il y en a encore sous le pied pour un 20-26 ans. Pas encore 50 ans, je pense pas. Non, faut pas exagérer. Exagérons pas. Mais ça garde de la fraîcheur, ça garde de l'équilibre, ça a une super longueur. Là, je l'ai encore en bouche et tu vois, j'ai presque des notes un peu marasquin qui arrivent derrière. Il y a, tu vois, là, on l'a goûté il y a 30 secondes et c'est encore là, c'est présent. Ça prend la bouche, ça prend le palais, c'est équilibré. C'est franchement c'est un très haut niveau, il n'y a rien à dire, je comprends. Comparé à l'Évangile, qui était plus marqué, je reviens sur la question d'acidité, mais clairement, là, il y a un autre équilibre qui est plus fin, cette amertume, justement, qui est là, ce côté un peu plus posé. On est sur un vin qui, effectivement, n'est pas encore... qui a atteint son apogée peut-être, mais qui est au début de son apogée, je dirais. On est encore comme tu dis, il y en a encore sous la pédale. Il y a vraiment encore du vin à boire pour encore quelques années. Je comprends quand on dit souvent un côté vin de méditation. Je trouvais sur l'Évangile qui a été assez concentré. Là, on n'est pas sur la concentration. Non, ça garde de la fraîcheur, c'est soyeux, c'est souple. Il y a des tanins poudrés. C'est un beau vin. C'est un très beau vin, c'est un très joli vin, rien à dire. Voilà, j'ai toujours été le premier à dire il faut savoir dire la vérité sur le vin, c'est franchement un très beau vin. Maintenant, est-ce que j'y mets 4 500 €? Franchement, jamais. Je suis désolé. Tu me dirais par rapport à mon recul de la dégustation, combien je suis prêt à y mettre? Moi, je monte à 180, 190 balles, mais je peux pas, tu vois... oui, bon, le prix que tu as annoncé, effectivement, c'est du délire. C'est du délire. La spéculation, malheureusement, fait son effet et sur une bouteille comme ça, c'est très, très marqué. Oui, l'Évangile, je parlais autour d'une centaine d'euros, effectivement, c'est clairement un niveau au-dessus de l'Évangile. C'est très bon. Je me permets de te couper. Ouais. Petite pointe de raisin sec qui arrive. Oui. On s'en branle, Marcel. Ouais. Voilà. Je tenais à dire. D'accord, c'était le raisin sec qui avait besoin de s'exprimer. Petite pointe de raisin sec qui arrive derrière, tu vois. La truffe, je l'ai plus trop là. Non, la truffe, franchement, je l'ai vraiment anecdotique. Hein. Et globalement, tu vois, sur cette dégustation, qu'on s'annonçait truffée, finalement, il y a zéro truffe. Il y a R truffe. Le menthol, un peu, tu vois, qui arrive. Ah ouais, je suis plus le côté pruneau sec, revient bien, moi, je trouve. Moins sur l'amertume, le cacao qu'il y avait au début. Là, il s'est clairement calmé. Il n'y a pas de laisser place à autre chose. Et les tanins sont toujours là, juste présents pour te rappeler qu'ils viennent apporter cette structure, mais tout en... Ils t'accompagnent. Vraiment, j'aime bien ce côté-là, honnêtement. Est-ce que tu comprends pourquoi il domine l'appellation? Il est supposé dominer l'appellation. Est-ce que tu sens vraiment la marche supérieure par rapport à l'Évangile? Parce que bon, la fleur, malheureusement... Bon, la fleur, on peut pas... Voilà, ça va être compliqué. On va pas en parler, hein, clairement. Ça va être compliqué de donner notre avis. Compétition, on va dire. Clairement, c'est un niveau au-dessus de l'Évangile. Clairement, oui, incontestablement. Je peux que te dire que oui, j'aimerais avoir des bouteilles comme ça dans ma cave. Est-ce que je suis prêt à mettre 4 500 balles dedans? Clairement pas. Je les mettrai jamais. Clairement pas. Non, moi non plus. Je l'ai fait, pardon. J'ai dépensé sans compter. Ouais, mais ce qui me flingue, tu vois, c'est qu'on voit Pétrus. Moi, dès le début, Pétrus, je l'ai vu comme un investissement et aujourd'hui, ce vin est malheureusement plus que vu comme ça. Exactement. Ça peut paraître cynique, mais tu vois, je sais qu'en faisant ce nouveau format, je suppose que ça va bien fonctionner. Donc, ça va ramener de la vue, des abonnés, potentiellement des nouveaux clients sur la boutique. Et je l'ai toujours vu, tu vois, comme un investissement pour l'entreprise que pour moi-même. La preuve, j'aurais très bien pu le déguster seul chez moi et je me suis dit, bah non, je vais le faire, je vais essayer d'en tirer le maximum de visibilité. Et c'est ça qui me flingue aujourd'hui avec des quilles comme ça, c'est que c'est un super vin, c'est un vin de méditation. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est plus des vins qui sont bu pour ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire des grands vins de gastronomie. C'est des investissements et des placements financiers. Et ça me déglingue, parce que pour moi, c'est pas ça le vin. C'est soit des placements financiers, soit des bouteilles de palace. Voilà. Donc, en fait, qui s'adressent qu'à j'exagère un peu, mais à 500 personnes dans le monde qui vont se taper un Pétrus, qui vont payer encore plus cher sur table. Merci pour l'expérience, mais je la referai pas en fait. C'est pas pour moi. C'est pas un vin pour moi. Pour la culture. Pour la culture.
pour la culture, pour l'étiquette, super, et pour briller en société maintenant, je pourrais dire. Profil LinkedIn, expert en Pétrus. Expert en Pétrus, 98, oui. En débouchage de Pétrus, même, je vais me le mettre, je vais le mettre. Si je le prends pour ce qu'il est, c'est-à-dire Oui. un vieux Pomerol avec du fouet, de l'équilibre, soyeux, de la profondeur, pas déçu. Si je le prends pour ce qu'il représente, là, bah forcément, oui, je peux être... Par rapport au prix, tu t'attends encore plus, quoi. Tu t'attends à prendre une gifle et tu tombes sur un super vin, un vrai moment de plaisir, de partage, d'émotion, mais voilà. Ouais, comme toi. Tu bois ça quand, en fait À quel moment tu vas boire ça? Et ça fait mal. Quelques minutes plus tard... Ah ben oui, Cuir. non, mais... Là, on est d'accord, on y revient, on va sur le cuir. Alors le côté animal, mais le bon côté animal. Je reviens sur cette histoire de boîte, de vieille boîte en bois un peu. Chez le grand-père, le coffre. Ouais, le cèdre, tu vois ce côté. Le grand-père qui était aviateur et tu ouvres le coffre et il y a ça. On a tous eu un grand-père aviateur, bien évidemment. on a tous ce référent olfactif du grand-père aviateur. Plus quoi, de vin plus. Ouais, plus de choses, ça parle plus, il y a plus de complexité. C'est plus soyeux, c'est beaucoup plus rond, c'est un beau vin. Ah, c'est un beau vin, franchement c'est un beau vin. Si c'était accessible au commun des mortels, en fait je reviens sur ce que j'ai dit. Quand même oui, avoir une ou deux bouteilles quand même de Pétrus, je dirais pas non. Tu vois, si je devais en tirer une conclusion, c'est que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de Bordeaux bashing ces dernières années. Ouais. Peut-être, moi le premier peut-être. Moi aussi, j'avoue. Il faut savoir aussi reconnaître ses torts. Bordeaux quand ça vieillit, ça a quand même un style absolument unique. Petite satisfaction personnelle quand même de pouvoir dire que j'ai goûté un Pétrus. Bien sûr. Je dois reconnaître qu'au fond, je suis peut-être aussi un peu un buveur d'étiquette. On est tous un buveur d'étiquette. On est tous un buveur d'étiquette en soi. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Sincèrement, n'hésitez vraiment pas à faire un retour, puisque si ça vous a pas du tout plu, moi, ça m'allègera un peu les finances, hein, on va pas se mentir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire non plus. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à partager ce contenu, parce que mine de rien, Vinstache reste une petite chaîne de niche. Et voilà, on essaye de faire les choses avec honnêteté et sincérité, d'être capable d'avoir un recul sur ces grands noms et sur ces icônes. Et voilà, peut-être à bientôt pour une prochaine. Et puis, see you soon. Salut!